bienvenue. L'année 2026 a démarré sur une note vraiment étrange, presque électrique. Oui, on sent qu'il se passe quelque chose. C'est ça. On sent partout une impression de rupture, comme si les anciennes règles du jeu, que ce soit en commerce, en finance, en géopolitique, Comme si tout ça était en train de se briser. exactement. Alors pour débroussailler un peu tout ça, on va plonger ensemble dans le tout nouveau numéro du magazine ASW9. C'est ça, notre mission, extraire les pépites, les analyses les plus fines, pour comprendre les forces qui secouent les marchés en ce moment. Et cette idée de rupture, de structuration, elle s'applique aussi au magazine lui-même. C'est une nouvelle importante pour commencer. Ah oui, Oui, ASW9 et InEviTrader font maintenant partie d'une nouvelle entité britannique ANK Quant Holdings Ltd. d'accord, donc concrètement, ça veut dire quoi pour le magazine? Un vrai passage à la vitesse supérieure. Tout à fait. Et ça s'accompagne d'ailleurs d'une nouvelle adresse email officielle, contact@aswa9mag.com. Bref, ça montre que les choses se structurent. Et que c'est parti pour durer. Voilà. C'est noté. Alors, allons prendre le pouls des marchés pour voir un peu l'étendue de cette rupture dont on parle. Rien de tel que les chiffres. Oui, rien de tel que de regarder les mouvements les plus extrêmes de janvier, et c'est assez spectaculaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Si on prend le Forex par exemple, on a des écarts énormes. Comme quoi? Le grand gagnant, c'est le peso mexicain. La paire USD-MXN a grimpé de plus de 5%. Et à l'inverse, le réal brésilien s'est effondré. Ah oui. L'USD-BRE a chuté de presque 6%. C'est un mouvement très violent. Et j'imagine que dans le monde des cryptos, c'est la même volatilité, la même dispersion, hein. Oui, c'est très contrasté. On a SUSD qui bondit de plus de 15% et dans le même temps, DOGUSD qui plonge de quasiment 15%. C'est vraiment le grand écart. Incroyable. Mais là où la divergence est la plus folle, c'est sur les actions internationales. Ah oui, là, les chiffres sont ahurissants. Totalement. D'un côté, on a Cosmos Energy qui s'envole de 77%, Portés par la flambée des prix de l'énergie, j'imagine. exactement, et de l'autre, une action chinoise, MTEN, qui s'effondre de 98,8%. Pardon. Moins 98,8%. C'est à peine plus que zéro. On parle d'un effacement quasi total de la valeur. Quasiment. Mais est-ce que c'est un cas isolé, une fraude, ou c'est le symptôme de quelque chose de plus profond sur le marché chinois? C'est une excellente question, et c'est précisément ce que ces chiffres bruts nous invitent à faire. Allez voir derrière, comprendre le sentiment de marché. Voilà. Comprendre ce qui pilote ces mouvements extrêmes. Alors allons-y, que nous dit ce sentiment de marché? Sur le Forex, par exemple, derrière cette faiblesse du dollar, qu'est-ce qu'on lit vraiment? En fait, on lit une anticipation très claire du marché. Cette faiblesse du dollar, elle est, comment dire, structurelle. D'accord. Les investisseurs parient massivement sur les baisses de taux de la Réserve fédérale. Pour eux, la Fed n'aura pas d'autre choix. Et ils prennent les devants, c'est ça. En parallèle, on voit une force notable du dollar australien et un niveau technique crucial à surveiller. La résistance de 1,2000 pour la paire EUR-USD. Un vrai test psychologique. Tout à fait. Et pour les cryptos, on a un peu l'impression que la grande euphorie de début d'année est retombée. Elle a laissé place à une phase de consolidation, disons. Le Bitcoin flotte autour des 8700-800 $. Ok. Mais ce qui est vraiment fascinant, et le magazine insiste beaucoup là-dessus, c'est la faiblesse relative d'Ethereum. Sa part de marché est tombée à 18%. 18%. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un problème technique ou le narratif du marché est en train de changer, de se détourner d'Ethereum? Ben, c'est exactement ça. C'est un changement de confiance. Les investisseurs se demandent si Ethereum pourra vraiment tenir ses promesses technologiques. Et en attendant, le capital va voir ailleurs. Ils se déplacent vers d'autres projets, oui. La hausse de Suite en est un bon exemple. Le magazine parle aussi d'une bifurcation sur les marchés actions. C'est assez contre-intuitif. On nous dit depuis des années que tout est corrélé. Et pourtant, la divergence est très nette. Aux États-Unis, les méga-capitalisations technologiques, les fameux géants de la tech, Il marque une pause. oui, ils consolident après une course folle. Mais en Europe, c'est l'exact opposé. Les secteurs de la vieille économie, les banques, les matières premières, ils explosent. C'est vrai qu'on a vu le FTSE 600 à Londres franchir les 10 000 points. Un seuil très symbolique. Et il faut aussi mentionner le Nikkei japonais qui a connu son meilleur début d'année depuis 1990. On assiste à une véritable rotation du capital, ce qui nous amène logiquement aux grands événements macro et géo qui sont les moteurs de tout ça. Oui, et le magazine met en couverture un titre très fort. La clarté réglementaire pour les cryptos. Ça sonne comme la fin d'une époque, ça. C'est le point central de ce début d'année. Vraiment.
Janvier 2026 marque la fin de l'incertitude. Et le début du déploiement institutionnel. À grande échelle, oui, le magazine identifie 3 piliers qui ont tout changé. D'accord, alors décortiquons ces 3 piliers. Le premier, c'est la loi Genius. En quelques mois, ça change quoi concrètement pour une institution qui veut investir? Quel était le blocage avant? Le blocage, c'était le flou juridique total. La loi Genius, elle, établit un cadre clair. Elle définit les responsabilités, les exigences de capital, la protection des clients. En gros, elle dit aux grandes banques « Voici les règles du jeu. Maintenant, vous pouvez entrer sur le terrain en toute sécurité. » C'est exactement ça. C'est beaucoup plus clair. Le deuxième pilier, c'est une harmonisation entre les gendarmes de la bourse américaine. Exactement. L'harmonisation entre la SEC et la CFTC. Ça clarifie enfin la question à $1 million. Qu'est-ce qui est une matière première et qu'est-ce qui est un titre? Voilà, la réponse est tombée, pam! Bitcoin et Ethereum sont des matières premières, d'autres sont des titres. Pour une institution, ça change absolument tout en termes de coûts de conformité. C'est comme si on venait de leur donner un plan détaillé de l'autoroute. Et le troisième pilier, lié au stablecoin, c'est la loi Clarity Act. De quoi s'agit-il? Le Clarity Act s'attaque à la question du rendement. Est-ce qu'un stablecoin, qui est censé être, stable, peut générer des intérêts? D'accord. La loi encadre ça très strictement, ce qui redéfinit leur utilité. Le résultat de tout ça, c'est un afflux massif de capitaux institutionnels vers des infrastructures conformes. La question n'est plus quelle crypto acheter. Non, la question, c'est sur quelle infrastructure régulée on va standardiser nos opérations. C'est un changement de paradigme complet. Restons sur les événements majeurs. Le magazine parle d'un véritable choc, la crise géopolitique du Groenland. On a l'impression que c'est un peu sorti de nulle part. C'est un choc systémique, un de ces signes noirs que personne n'avait vu venir. Le 17 janvier, les États-Unis ont imposé des droits de douane allant jusqu'à 25% sur 8 alliés de l'OTAN. 8 alliés? La réaction des marchés a dû être violente. Viscérale. L'indice du dollar a chuté, l'or a touché un sommet historique à 4 976 $ l'once et les actions européennes ont plongé. C'est une rupture spectaculaire avec des décennies d'habitude. Mais concrètement, si le dollar n'est plus le refuge ultime, vers quoi les capitaux se tournent? L'or, c'est le grand gagnant immédiat, c'est certain. Mais ce qui est fondamental, et c'est le point clé du magazine, c'est que le dollar n'est plus une valeur refuge. Et quand les États-Unis sont eux-mêmes la source du risque. C'est ça. Le refuge traditionnel est devenu la source du risque. Ça force les gestionnaires de fonds du monde entier à repenser leur allocation de sécurité. Et on voit émerger d'autres monnaies refuges. On voit un intérêt accru pour le franc suisse, le yen japonais et même certains paniers de devises. La diversification du risque prend une nouvelle dimension. Cette idée que les alliances sont bousculées, on la retrouve aussi sur le marché de l'énergie. Le magazine utilise une expression forte, le freeze-off. Le freeze-off énergétique, oui, c'est un choc de liquidité mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? En janvier, la production de gaz naturel américain s'est effondrée à cause d'une vague de froid. Conséquence, les exportations de GNL, de gaz naturel liquéfié, vers l'Europe notamment. Sont devenus peu fiables, du jour au lendemain. Et j'imagine qu'il y a des gagnants dans cette histoire. Absolument. Les grands gagnants sont le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ils se positionnent non plus comme les moins chers, mais comme les plus fiables. On passe d'une compétition sur les prix À une prime pour la sécurité d'approvisionnement. Pour un pays européen, la question n'est plus combien ça coûte, mais est-ce que je suis sûr d'être livré cet hiver? C'est un réalignement stratégique majeur. Totalement. Le magazine s'attaque aussi à un autre grand rendez-vous, Davos 2026. Et le ton est, pour le moins, critique. Très critique, oui. Le consensus de Davos est décrit comme étant complètement déconnecté des contraintes du monde réel. Ah bon? Quels sont les reproches? Le magazine souligne 3 angles morts majeurs. Primo, les besoins énergétiques colossaux de l'IA. Deuxio, la fragmentation géopolitique qui est devenue une norme. Et tertio, l'incapacité à fournir des solutions concrètes. En gros, bon pour le diagnostic, mais nul pour le remède. C'est un peu ça, oui. Excellent pour poser un diagnostic, mais très faible pour prescrire un remède. C'est une critique assez dure, mais Davos n'a-t-il pas au moins le mérite de mettre tout le monde dans la même pièce pour discuter? Si, bien sûr. L'analyse ne nie pas cette utilité. Elle souligne plutôt l'écart croissant entre les conversations qui ont lieu là-bas. Et les ruptures bien réelles qui se produisent au même moment dans le monde. Voilà.
C'est un décalage entre le discours et la réalité. Justement, parlons de cette réalité. Le magazine zoome sur plusieurs secousses bien réelles en janvier, à commencer par le Venezuela. Oui, l'arrestation de Maduro au Venezuela, ça a été un choc géopolitique majeur. Et l'impact sur les marchés? Immédiat. Ça a ajouté une prime de risque de 2 à 3 dollars sur le prix du baril de pétrole. Instantanément. Ensuite, il y a la tension qui ne cesse de monter au Moyen-Orient. C'est l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. La menace d'une guerre régionale est de plus en plus prise au sérieux, avec le risque d'une perturbation du détroit d'Ormuz. Par eau transitent 21 millions de barils par jour. C'est une artère vitale de l'économie mondiale. On l'a vu sur le cours de l'or qui a grimpé en flèche en visant l'objectif des 5050 dollars. Et les tensions ne sont pas que militaires, elles sont aussi commerciales. Oui, la guerre commerciale entre l'Union européenne et la Chine. On arrive à un point de non-retour. C'est-à-dire? L'Europe est submergée par la surcapacité de production chinoise, surtout dans les véhicules électriques et les panneaux solaires. Elle est face à un choix cornélien. Soit elle accepte et sacrifie son industrie, Soit elle impose des droits de douane de 50 à 60%, avec un risque énorme de représailles de Pékin. enfin le magazine mentionne un second front russe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça désigne l'accélération de la guerre hybride menée par la Russie. L'accent est mis sur des attaques asymétriques. Pas des tanks, mais... Non, des attaques visant les infrastructures critiques de l'OTAN. Réseaux énergétiques, câbles sous-marins, campagnes de désinformation. C'est une stratégie de déstabilisation. Face à toute cette complexité, cette rupture généralisée, la question c'est comment un trader peut s'adapter concrètement. Oui, Et c'est intéressant, le magazine se penche justement sur les outils et les stratégies de la communauté. On y trouve notamment une interview passionnante avec Abdelaziz d'OnlyTrader. c'est une plongée très lucide dans l'évolution du trading quantitatif. Abdelaziz, qui vient de l'ingénierie civile, explique un point crucial, Lequel? le codage. C'est devenu la nouvelle alphabétisation pour les traders modernes. Ce n'est plus une option, c'est une compétence fondamentale. Il est aussi assez direct dans sa critique de certains aspects, non? Oui, il livre une critique très sévère des prop firms, ces sociétés qui financent les traders. Il les oppose à un autre modèle. Oui, le modèle de DarwinX, qu'il juge beaucoup plus transparent. Et il insiste sur le rôle de l'automatisation, pas pour faire du trading à haute fréquence, mais pour maîtriser ses émotions et suivre un plan avec une discipline de fer. Le code comme garde-fou. Comme un gardien, un professeur, dit-il. C'est ça. Et au-delà de l'interview, le magazine présente des stratégies concrètes partagées par les membres. Oui, et c'est là qu'on voit l'application pratique de ces idées. On a par exemple le Boiser Scanner, développé par un membre, Revin 01. Le Boaser Scanner, d'accord. C'est un outil fascinant. Il utilise 23 approches analytiques différentes pour quantifier ce qu'on appelle la confluence des signaux. L'idée, c'est de n'agir que si tout pointe dans la même direction. C'est comme avoir un comité d'experts qui doivent tous être d'accord avant de prendre une décision. C'est une excellente analogie. Et cet outil est utilisé avec un autre outil. Oui, il est combiné avec Ennis Backtester d'Azimel 87 pour créer un environnement de test de niveau institutionnel. On passe du « quoi le signal » au « quand le bon timing » et surtout au « comment la gestion du risque ». Basé sur des probabilités, des simulations. Des simulations de Monte-Carlo, exactement, pour évaluer la robustesse de la stratégie. Les simulations de Monte-Carlo, ça sonne très complexe. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça simplement? Imaginez un crash test pour une voiture. Avant de la mettre sur la route, on simule des milliers d'accidents. Chocs frontaux, latéraux, tonneaux. Voilà, pour voir comment elle réagit dans les pires conditions. Les simulations de Monte-Carlo font la même chose pour une stratégie de trading. On la soumet à des milliers de scénarios de marché possibles. Même les plus improbables. Oui, pour s'assurer qu'elle est vraiment robuste et pas juste le fruit d'un coup de chance. On teste sa solidité avant de lui confier du capital réel. C'est une image très parlante. On a exploré une multitude de sujets, des chocs géopolitiques à la microstructure du trading. Alors qu'on navigue dans cette nouvelle ère de rupture, quelle est la pensée finale que le magazine nous laisse à méditer? Le magazine suggère que les traders qui vont vraiment performer en 2026, Oui, ils ne vont plus juste suivre le bruit ambiant. Ils vont s'attacher à modéliser la rupture elle-même. c'est-à-dire comprendre comment les risques s'enchaînent, c'est ça. Comprendre comment une décision politique à Washington peut déclencher un choc de liquidité énergétique en Europe qui à son tour impacte les actions bancaires. La vraie question est donc, l'ancien manuel de trading est-il définitivement obsolète?
Une question essentielle qui restera en suspens. Pour approfondir tous ces sujets et bien plus encore, nous invitons tout le monde à télécharger gratuitement ce numéro et les précédents sur aswa9mag.com. Et il est important de préciser que le magazine est disponible en 3 langues, anglais, français et arabe. C'est une publication mensuelle et chaque mois, une analyse audio comme celle-ci est publiée sur notre chaîne YouTube. Tout à fait. Si la finance est une passion, suivez notre chaîne TikTok EUNITR-UB pour des analyses plus courtes, plus directes, à fort impact. Et enfin, pour celles et ceux qui cherchent une communauté de traders professionnels pour échanger des idées et pour apprendre le trading de manière scientifique, Basé sur les données et non sur les rêves. exactement, il est possible de visiter notre site anytrader.com pour en savoir plus sur nous et sur la manière de rejoindre notre communauté.